Le rire dans ce prétoire résonne encore dans ma tête tranchant cruel et froid. Ma belle-fille se tenait là le menton haut, la voix assurée, traitant mon fils d'incapable devant une salle pleine d'inconnus. Il n'est rien sans moi, dit-elle avec un sourire narquois. Il vit au crochet de ma famille depuis le jour de notre mariage. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est serré, non pas à cause de ce qu'elle disait, mais parce qu'Antoine n'a pas levé les yeux pour se défendre. Il est resté assis là, les épaules voûtées, les mains tremblantes sur la table en bois comme un enfant grondé. Je n'étais même pas encore entrée. Je me tenais près des lourdes portes de la salle d'audience, écoutant ma main, agrippant ma canne, si fort que mes jointures blanchissaient. Elle n'a pas toujours été comme ça, mais j'y viendrai. Je m'appelle Irène Martin et j'ai 68 ans. Je suis veuve depuis près de 20 ans maintenant. Mon mari Jean-Pierre était un avocat respecté à Lyon, le genre d'homme qui croyait en l'équité à tenir sa parole et à se tenir droit peu importe qui essayait de vous abattre. Après son décès, j'ai élevé seule nos 2 enfants. J'ai travaillé comme directrice d'école jusqu'à ce que mes genoux me lâchent et que mes cheveux deviennent argentés. Je pensais avoir assez fait pour mériter la paix dans mes dernières années, mais la paix c'est une chose fragile quand les gens prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Avant d'aller plus loin, dites-moi, d'où m'écoutez-vous ce soir? J'aime savoir qui est là, car je veux que vous vous imaginiez ici avec moi debout, dans ce couloir, entendant la dignité de votre propre enfant être mise en pièces devant le monde entier. Ce matin-là, Antoine m'avait appelé la voix tremblante. « Maman, s'il te plaît, tu ne viens pas. C'est juste une audience préliminaire, ça va aller. » Je lui ai dit que je resterais à la maison. J'ai menti. Quelque chose dans sa voix me disait qu'il était tout sauf bien. Et quand je suis arrivée et que j'ai entendu ce qui se passait derrière ces portes, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À l'intérieur, la famille de Sophie était assise comme si elle possédait Plé-les-Lilieux. Son père suffisant dans son costume sur mesure et sa mère avec ce sourire figé que seul l'argent peut acheter. Leur avocate se pavanait comme un homme payé pour humilier. Sophie était vêtue de blanc, toujours la comédienne feignant d'être la victime. « Monsieur le juge, dit-elle doucement, j'ai soutenu Antoine pendant des années. J'ai couvert ses dettes, ses échecs, ses mauvaises décisions. Maintenant, je demande simplement ce qui est juste. » Juste, ce mot piqué. L'avocat d'Antoine, un jeune homme timide, qui semblait à peine sorti de l'école de droit, fouillait dans un dossier. Il a essayé de parler, mais l'avocat de Sophie le coupait à chaque fois. Antoine restait assis là, tête baissée, n'osant croiser le regard de personne. Quand le juge lui a demandé de répondre, sa voix s'est brisée. « Monsieur le juge, je ne veux pas me battre contre elle. Elle peut avoir ce qu'elle veut. » Les mots m'ont transpercé comme du verre. Après tout, les années qu'il avait travaillé sous la direction de son père à elle, les longues nuits passées, à essayer de redresser une entreprise déjà en train de couler, il était prêt à tout abandonner. J'ai poussé doucement les portes de la salle d'audience. Les gonds ont grincé juste assez pour que les têtes se tournent. L'huissier s'est redressé confus alors que j'entrais à petits pas assurés, ma canne frappant le sol en marbre comme un battement de cœur. La tête d'Antoine s'est relevée, ses yeux se sont écarquillés. « Maman », a-t-il murmuré. Sophie s'est figée au milieu d'une phrase. Et puis le juge, un homme plus âgé au visage ridé et au regard stable, m'a vue. Pendant une brève seconde, son expression est passée de sévère à surprise. Sa voix a vacillé quand il a parlé. « Madame Martin. » J'ai hoché la tête une fois. « Oui, monsieur le juge. » On aurait pu entendre une mouche voler. Chaque père Dieu s'est tourné vers moi. L'avocat de Sophie a remué ses notes. Le père de Sophie s'est penché en avant la reconnaissance poignante, car chaque avocat dans ce palais de justice connaissait le nom de mon mari. Jean-Pierre Martin avait bâti la moitié de leur réputation, formé la plupart d'entre eux et effrayé les autres. Mais je n'étais pas venue rappeler cela à quiconque. J'étais venue parce que mon fils se noyait et parfois une mère doit traverser le feu elle-même. J'ai trouvé un siège vide au fond, j'ai croisé les mains et j'ai écouté. Sophie a continué sa performance, larmes voix tremblante, mots répétés comme les lignes d'un script. Elle a parlé d'années d'abus financiers et d'un mari incapable de responsabilité. Son avocat hochait la tête de façon dramatique à chaque phrase. Je suis restée assise,
immobile, mon visage calme, mon esprit en ébullition, car ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais passé les 3 derniers mois à rassembler discrètement des dossiers, des documents, des relevés et des papiers dont Antoine ignorait même l'existence. Et chaque mensonge que Sophie prononçait ce matin-là ne faisait que resserrer la corde autour de sa propre histoire. Le juge a de nouveau jeté un coup d'œil dans ma direction mal à l'aise. Il savait. Il se souvenait du nom Martin, non pas à cause du pouvoir, mais à cause de la justice. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la curiosité, peut-être même de la peur. Alors que Sophie terminait son avocat, a dit avec emphase « Monsieur le juge, il est clair que Madame Sophie Dubois a porté seule le fardeau de ce mariage. » C'est à ce moment-là que je me suis levée de mon siège lentement, mais avec détermination. Monsieur le juge, ai-je dit ma voix stable, je voudrais demander la permission de m'adresser à la cour en tant que mère d'Antoine Martin. Un murmure a parcouru la salle. La tête de Sophie s'est vivement tournée vers moi, son sourire disparaissant. Le juge a hésité, puis a légèrement hoché la tête. Madame Martin, vous pouvez procéder. J'ai pris une profonde inspiration. Il ne s'agissait plus seulement d'Antoine. Il s'agissait de la vérité et d'une promesse que j'avais faite à mon mari avant sa mort. S'ils viennent un jour chercher ce qui est à nous, ne les laisse pas gagner par la tromperie. J'ai regardé Sophie, son visage maquillé se raidissant. Vous dites que mon fils a vécu au crochet de votre famille, ai-je dit doucement. Voudriez-vous dire à la cour d'où venait vraiment cet argent? Elle a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, incertaine. Et c'est alors que le juge s'est adossé les yeux plissés comme s'il savait déjà que ce n'était pas une affaire familiale ordinaire. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, ni Sophie, ni son avocat suffisant, ni même mon fils tremblant, c'est que je n'étais pas venue les mains vides. Et parce que lorsqu'une mère entre dans un tribunal en portant la vérité, le silence suit. Je n'ai pas toujours vu Sophie telle qu'elle était vraiment. Quand Antoine l'a ramenée à la maison pour la première fois, il y a près de 6 ans, je l'ai prise pour une bénédiction, le genre de jeune femme que toute mère serait fière d'accueillir dans sa famille. Jolie, bien éduquée, confiante, avec ce sourire poli qui pouvait charmer une pièce pleine d'inconnus. Elle m'appelait « maman », avant même que le mariage ne soit planifié. Et pendant un temps, j'ai cru qu'elle le pensait. À l'époque, Antoine avait 34 ans, calme, réfléchi, peut-être un peu trop confiant pour son propre bien. Il avait repris une partie du travail de comptabilité de son père après le décès de Jean-Pierre. Les chiffres, il comprenait. Les gens, pas tellement. Sophie, en revanche, comprenait trop bien les gens. Elle travaillait comme assistante juridique dans le cabinet de son père Dubois en associé, un de ces endroits où le nom sur la plaque importait plus que les gens qui y travaillaient. Le genre de cabinet qui organisait des galas de charité et appelait ça de la générosité. Quand elle et Antoine se sont rencontrés, c'était comme si la lumière entrait dans une pièce sombre. Il n'avait pas autant souri depuis des années. J'ai revu de l'espoir en lui. Je me souviens sans avoir pensé peut-être que Dieu a enfin envoyé quelqu'un pour aimer mon garçon comme il le mérite. Mais même les bénédictions ont leurs ombres. Après leur fiançailles, les choses ont commencé à changer. De petites choses, au début. Elle a insisté pour qu'il déménage plus près de ses parents pour qu'Antoine puisse développer son réseau. Je leur ai offert une partie de notre ancienne propriété, une petite maison que je louais depuis des années, mais elle a souri et dit « C'est trop loin du centre-ville, Irène ». Elle avait cessé de m'appeler maman à ce moment-là. Subtil, mais j'ai remarqué. Après le mariage, Antoine a commencé à passer moins souvent. Quand il venait, il était distrait, jetant des coups d'œil à son téléphone toutes les quelques minutes. Le travail est prenant, disait-il, mais la façon dont il le disait, fatigué, prudent, comme si chaque mot était pesé, me disait que quelque chose n'allait pas. Puis est venue la première vraie fissure. Un dimanche, j'ai appelé pour les inviter à dîner. Sophie a répondu, voix douce mais distante. « Oh, nous ne pouvons pas venir. Antoine travaille sur un dossier important avec papa. » Mais quand je suis passée devant chez eux le lendemain pour déposer quelque chose, sa voiture était garée devant. Lumières éteintes, rideaux tirés. Il était seul à la maison. Je ne l'ai pas confronté. J'ai juste laissé un mot près de sa porte qui disait « Si jamais tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. » Et c'est mon mec. Il n'a pas répondu. Les mois ont passé ainsi. Sophie a commencé à tout gérer leur compte, l'emploi du temps d'Antoine, même ses amitiés. Elle était intelligente, trop intelligente pour rendre son contrôle évident. Mais je le voyais dans son ton, la façon dont elle disait
Antoine ne gère pas bien le stress, n'est-ce pas, devant les gens, comme si elle le protégeait tout en le rabaissant discrètement. C'est ainsi que fonctionnent les manipulateurs. Ils vous élèvent seulement pour vous rappeler que vous n'êtes rien sans eux. La confiance d'Antoine s'est érodée. Ses appels sont devenus plus courts, ses yeux plus ternes. Le même garçon qui se tenait autrefois fièrement aux côtés de son père évitait maintenant de prendre des décisions sans l'approbation de sa femme. Puis un après-midi, je suis passée à l'improviste. Sophie était au téléphone dans la cuisine, sa voix basse et irritée. « Je t'ai dit que s'il ne signe pas, mon père ne peut pas faire passer l'accord. » Quand elle s'est retournée et m'a vue, elle a failli laisser tomber le téléphone. « Oh Irène, tu m'as fait peur. Je parlais juste à un client. » Son client, bien sûr. Je n'ai pas posé de questions à ce moment-là, mais une graine de suspicion a pris racine. Quelques semaines plus tard, Antoine est venu me voir l'air abattu. Il s'est assis sur la balancelle de ma terrasse, se frottant les tempes. « Maman, dit-il doucement, Sophie veut que je rejoigne l'entreprise de son père à plein temps. Elle dit que ça assurera notre avenir. » Je lui ai demandé s'il le voulait. Il n'a pas répondu, a juste détourné le regard et dit « C'est mieux si je le fais. » Ce fut le début de sa chute. Son père, un homme d'affaires habile nommé Bernard Dubois, a confié à Antoine la gestion des comptes d'une nouvelle entreprise d'investissement. Seulement quelques mois plus tard, cette même entreprise a été accusée de détournement de fonds. Et qui, Bernard, a-t-il blâmé Antoine? Qui a témoigné contre lui, sa propre femme? La trahison l'a complètement brisé. Au moment où la tempête juridique s'est calmée, Antoine avait perdu son emploi, sa réputation et chaque once d'estime de soi. Sophie est se retournée vivre chez ses parents, disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. En quelques semaines, elle a demandé le divorce, invoquant des abus financiers et une négligence émotionnelle. Antoine ne s'est pas défendu. Il ne pouvait pas. Il était trop fatigué, trop honteux, trop convaincu que tout était en quelque sorte de sa faute. J'ai essayé de le réconforter, mais il m'a repoussé. « Maman, s'il te plaît, laisse tomber. J'ai fait mes choix. » Je me souviens m'être assise à la table de la cuisine après son départ, fixant la tasse de café vide, qu'il avait utilisé une trace de rouge à lèvres, laissée par la dernière visite de Sophie des mois auparavant. Un étrange silence final emplissait la maison. Cette nuit-là, j'ai sorti une vieille mallette de Jean-Pierre, celle avec les serrures en laiton. À l'intérieur se trouvaient des années de dossiers d'actes et de lettres qu'il avait écrites avant son décès. Parmi eux se trouvait un dossier intitulé « Fiducie Antoine ». Au début, j'ai pensé que c'était juste sentimental, mais en lisant les pages, mes mains se sont mises à trembler. Jean-Pierre avait créé une fiducie légale au nom d'Antoine des années auparavant intacte, non liée aux biens matrimoniaux protégés par la loi. Un filet de sécurité au cas où la vie deviendrait cruelle. Et la vie était devenue cruelle, en effet. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Sophie et sa famille n'essayaient pas seulement de gagner un divorce. Ils essayaient de prendre ce qui ne leur appartenait pas, ce qui appartenait à l'héritage de mon mari et à l'avenir de mon fils. J'ai refermé cette mallette, l'ai verrouillée à nouveau, et j'ai murmuré à la pièce vide « Pas cette fois. Vous ne le détruirez pas. Pas comme ça. » À partir de cette nuit-là, j'ai cessé de me sentir impuissante. Parce que quand vous avez passé des décennies à élever seule une famille, le silence cesse d'être une faiblesse. Il devient une arme, et j'étais prête à l'utiliser. Tout s'est déroulé plus vite que prévu. Moins de 3 mois après avoir rejoint le cabinet du père de Sophie, Antoine a été accusé de faute professionnelle financière. Les journaux n'ont pas pris la peine d'entrer dans les détails. Ils ont juste imprimé son nom en gras à côté de mots comme fraude, mauvaise gestion et abus de confiance. Pour un homme autrefois, connu pour son honnêteté, ce genre de titre de journal coupe profondément. Quand je l'ai lu, j'ai laissé tomber ma tasse de thé sur le sol de la cuisine. La porcelaine s'est brisée, mais je n'ai même pas remarqué. J'ai juste fixé le journal, le visage de mon fils flou sous l'encre et les mensonges. Je suis allée à son appartement le jour même. Les rideaux étaient tirés. Antoine était assis à table, tête baissée, entouré de courriers non ouverts et de documents juridiques. Ses yeux étaient nœuds rouges, sa barbe avait poussé ses épaules affaissées. Il a levé les yeux quand je suis entrée surpris. « Maman, tu ne devrais pas être là. »« Alors où devrais-je être ?» ai-je demandé doucement. Pendant qu'il te déchire, il a essayé de sourire. Ils pensent que j'ai pris de l'argent qui a disparu du cabinet, mais je n'ai même pas touché à ses comptes. Il a expiré tremblant. Sophie a témoigné que je gérais toutes les finances.
que j'insistais pour tout gérer moi-même. Est-ce que tu l'as fait? Il a secoué la tête. Son père m'a dit de signer des rapports. Je ne savais pas qu'ils étaient déjà modifiés. Maintenant, les auditeurs disent que ma signature signifie que j'ai tout approuvé. En mentant, mais mon cœur s'est brisé. Il l'avait piégé proprement complètement. J'ai voulu prendre d'assaut ce cabinet, mais les mots suivants d'Antoine m'ont glacée. S'il te plaît, maman, dit-il doucement, ne t'en mêle pas. Il pensait encore pouvoir me protéger même maintenant. C'est là que j'ai compris qu'il était trop doux pour ce monde. Les jours sont devenus des semaines. Le cabinet a poussé pour des poursuites pénales, mais l'affaire s'est réglée en privé. C'est alors que Sophie a demandé le divorce, affirmant qu'Antoine était devenu instable et verbalement abusif. Elle a demandé la pleine propriété de leur maison et exigé une compensation pour détresse émotionnelle. Chaque phrase qu'elle a déposée était un autre clou dans le cercueil de l'homme que j'ai élevé. Je me suis assise au fond de la salle d'audience lors des premières auditions silencieuses inaperçues. J'écoutais pendant qu'elle pleurait sur commande, pendant que son père hochait la tête solennellement à côté d'elle, pendant que son avocat dépeignait mon fils comme un enfant imprudent qui avait ruiné sa vie. Et Antoine, il se tenait juste là les yeux vides, acceptant tout comme s'il le méritait. Un après-midi après le tribunal, je l'ai trouvé assis seul sur un banc dehors. Le soleil se couchait derrière le palais de justice. Il était vêté gris. Il a dit « Maman, je veux juste en finir. Je lui donnerai tout ce qu'elle veut. » J'ai demandé « Même le nom de ton père ?» Il m'a regardé les larmes aux yeux. Si c'est ce qu'il faut pour qu'elle me laisse en paix, cela a brisé quelque chose en moi. Quand je suis rentrée cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison en semblait trop grande, trop calme. Je n'arrêtais pas de marcher de pièce en pièce pensant à Jean-Pierre, à ce qu'il aurait fait. Il avait toujours été méthodique. La vérité n'a pas besoin de crier, me disait-il. Elle a juste besoin d'être préparée. C'est alors que j'ai déverrouillé à nouveau le vieux meuble de son bureau. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, et puis nichés entre eux, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Une déclaration notariée signée par Jean-Pierre et son associé confirmant la création de la fiducie familiale Martin. La fiducie était blindée, légalement protégée des réclamations externes, y compris les litiges sur les biens matrimoniaux. Antoine n'avait aucune idée de son existence car Jean-Pierre avait prévu de ne lui en parler que lorsqu'il serait prêt à assumer des responsabilités. Eh bien maintenant, il en avait besoin. Le lendemain matin, j'ai appelé l'un des plus vieux amis de Jean-Pierre, un juge à la retraite, nommé Hervé Durand. Il vivait toujours à Lyon. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, il y a eu une pause, suivie d'un soupir. « Irène, dit-il, je savais que ce jour pourrait arriver. Jean-Pierre était prudent pour une raison. Apporte-moi les papiers. » Quand je suis allée le voir, il a examiné chaque page. « Cette fiducie est à toute épreuve, dit-il finalement. Aucun tribunal ne peut y toucher, et certainement pas sa famille. Quiconque la conseille ne sait pas dans quoi il s'embarque. » Il a feuilleté les documents du divorce en secouant la tête. Ils essayaient de faire croire qu'Antoine vivait de son argent, mais si cette fiducie existait, il est clair qu'elle a bénéficié de son héritage depuis le début. Ma poitrine s'est serrée. Alors, que dois-je faire? Sois patiente, dit-il. Ne révèle pas cela trop tôt. Laisse-les construire leurs mensonges, puis tu abats la vérité comme un marteau. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais stable, concentrée. J'ai commencé à tout organiser. Au petit matin, mon salon ressemblait à un mini-cabinet d'avocat. J'ai étiqueté chaque dossier, fiducie actif, chronologie relevée. Et tout en haut, j'ai placé une seule feuille de papier. L'écriture de mon mari estompée, mais ferme. Si jamais tu dois défendre ce qui nous appartient de droit, souviens-toi, la vérité attend tranquillement jusqu'à ce qu'on ait besoin d'elle. Quand Antoine a appelé ce matin-là, je ne lui ai pas dit ce que je faisais. Il semblait épuisé. « Maman, demain c'est l'audience finale, ne viens pas s'il te plaît. » « Je ne viendrai pas, dis-je doucement regardant la pile de documents devant moi. Mais je savais déjà que j'irais, parce que parfois le silence d'une mère n'est pas une reddition, c'est une stratégie. Le sommeil m'est devenu étranger après cette nuit-là. Chaque tic-tac de l'horloge sonnait comme un compte à rebours, non pas vers la destruction, mais vers la révélation. J'ai passé les jours suivants à vivre entre des piles de papier, d'enveloppes et de vieux souvenirs.
Ma table de salle à manger s'est transformée en salle de guerre, et j'étais le général silencieux qui avait finalement décidé qu'elle en avait assez. J'ai relu chaque page que Jean-Pierre avait laissée. Mon mari avait toujours cru en l'ordre. Il étiquetait tout comme s'il savait que j'en aurais besoin un jour. Titres de propriété, reçus fiscaux, lettres de témoins, même une enveloppe scellée marquée « Privé pour Irène seulement ». J'ai hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite. S'ils s'en prennent qu'un jour à Antoine, fais confiance à la vérité que tu possèdes déjà et ne laisse pas la peur te réduire au silence. Je suis restée assise là tremblante, passant mes doigts sur ces mots. Il avait toujours su. Peut-être pas cette bataille exacte, mais il savait qu'un jour viendrait où quelqu'un essaierait de voler ce qui ne lui appartenait pas. Cette lettre est devenue mon armure. Au cours de la semaine suivante, j'ai examiné les documents de la fiducie ligne par ligne. Il était clairement indiqué que tous les actifs sous le nom Martin, y compris la maison, les parts de l'entreprise commune et les fonds hérités, appartenaient à une fiducie protégée établie avant le mariage d'Antoine. La loi ne pouvait pas y toucher, ce qui signifiait que chaque actif que Sophie prétendait avoir financé faisait en fait partie de la succession de mon défunt mari. J'ai rappelé le juge Durand, le vieil ami de Jean-Pierre. « Hervé, ai-je dit, le tribunal accepterait-il ces documents comme nouvelle preuve ?» « Il pourrait, répondit-il prudemment. Si vous pouvez prouver qu'ils sont originaux et pertinents, oui. Mais le timing compte. Attendez le bon moment de préférence pendant l'audience finale lorsque son avocat se sentira le plus confiant. » Je pouvais presque l'entendre sourire au téléphone. « Laissez-les tomber dans leur propre piège, Irène. Vous saurez quand entrer. » Je l'ai remercié, puis j'ai ajouté doucement. « Hervé, encore une chose. Savez-vous qui préside l'affaire d'Antoine ?» Il a fait une pause. « Le juge Lambert. » Ce nom m'a serré l'estomac. Je connaissais cet homme. Des années auparavant, quand Jean-Pierre était encore en vie, Lambert avait été un jeune avocat pris dans un grave scandale déontologique que Jean-Pierre avait discrètement aidé à résoudre à huis clos. Cela avait sauvé la carrière de Lambert. Et bien que mon mari n'ait jamais demandé de faveur en retour, les hommes, comme Lambert, n'oublient jamais leurs dettes. Pas étonnant qu'il se soit figé en me voyant plus tard. Cette semaine-là, j'ai tout gardé pour moi. Antoine pensait que je restais à la maison, me reposant. Il n'avait aucune idée que j'avais passé chaque jour au greffe du tribunal pour obtenir des copies certifiées notariées, scellées en triple exemplaire. Je ne voulais aucune faille, aucune surprise. J'ai même trouvé une copie de l'acte de mariage de Sophie et Antoine, datée après la création de la fiducie. Ce petit détail seul était assez puissant pour anéantir ses prétentions. Le vendredi, tout était prêt. J'ai repassé mes vêtements ce soir-là, une simple robe grise, la même que je portais aux funérailles de Jean-Pierre, non par nostalgie, mais par symbolisme. Je voulais entrer dans ce prétoire, non pas comme une veuve éplorée ou une mère fragile, mais comme la dernière représentante de l'intégrité de Jean-Pierre Martin. Ce matin-là, je suis arrivée tôt. Le palais de justice ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Sol en marbre poli, haut plafond. Je me suis tenue devant les portes de la salle d'audience regardant les avocats. À travers la petite vitre de la porte, j'ai vu Antoine assis au premier rang, les épaules affaissées. Sophie était de l'autre côté de l'allée, habillée comme si elle assistait à un événement mondain. Tailleur pâle, boucles d'oreilles en perles. Son avocat, un homme grand aux cheveux gominés, lui chuchotait des instructions. Il pensait qu'ils avaient déjà gagné. J'ai attendu. Le timing avait dit Hervé. Laisse-les parler en premier, laisse-les construire leur arrogance jusqu'au ciel. Alors que l'huissier appelait la session, à l'ordre, j'ai pris une lente inspiration et j'ai placé le dossier sous mon bras. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était clair. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de restauration, le nom de mon fils, l'héritage de mon mari, la dignité de ma famille. Quand le juge est entré, je suis restée derrière la porte un instant de plus. Je pouvais entendre l'avocat de Sophie commencer sa déclaration, suffisant répéter. Monsieur le juge, ma cliente a enduré des années de manipulation financière et de difficultés émotionnelles. Il a marqué une pause dramatique. Elle demande une division équitable des biens. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Maintenant ». J'ai poussé la porte. La salle s'est tue alors que ma canne tapait sur le sol. Le son résonnait délibéré stable. Les yeux de l'huissier se sont légèrement écarquillés, puis il s'est écarté. Antoine s'est retourné, la confusion peinte sur son visage. Maman. Le sourire confiant de Sophie a vacillé pour la première fois. Le juge.
Lambert a levé les yeux de ses papiers, m'a vu et s'est figé en plein mouvement, son stylo tombant sur le bureau avec un léger clic. « Madame, Madame Martin !» bégaya-t-il la voix mal assurée. J'ai hoché la tête poliment. « Bonjour, monsieur le juge. Mes excuses pour le retard. » On aurait pu entendre une plume tomber. L'avocat de Sophie a même hésité avant de continuer. « Madame Martin, c'est une audience à huis clos, » dit-il sèchement. J'ai rencontré son regard. « Alors vous voudrez la rouvrir une fois que vous aurez vu ce que j'apporte ?» Le juge Lambert s'est penché en avant les mains jointes, son visage légèrement pâli. « Huissier, permettez-lui de présenter ses documents. » J'ai marché lentement vers le banc. Mon dossier fermement dans mes mains, chaque pas résonnait comme des années de silence qui se brisaient. Antoine a murmuré « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste placé le dossier devant le juge. « Ceci, dis-je doucement, sont les documents originaux de la fiducie signée par mon défunt mari, l'avocat Jean-Pierre Martin, vérifié notarié et protégé par la loi française. Ils concernent pas que la propriété de chaque bien et actif listé dans cette procédure. » Sophie a cligné des yeux rapidement son avocat, cherchant sa contenance. « Votre honneur, c'est très irrégulier. » Le juge Lambert a levé la main. « Asseyez-vous, maître Dubois. » Il s'est tourné vers moi, la voix stable mais les yeux lourds de reconnaissance. « Madame Martin, je suppose que vous savez ce que cela signifie. »« Oui, monsieur le juge, » dis-je calmement. « Cela signifie que mon fils ne doit pas un centime à qui que ce soit et que ce tribunal a été nourri d'un tissu de mensonges. » Le visage de Sophie s'est vidé de sa couleur. Son père s'est agité inconfortablement sur son siège. Et bien que personne n'ait parlé pendant un moment, le silence était assourdissant. Car dans ce silence, la vérité était enfin entrée dans la pièce. Au moment où mes mots se sont installés dans l'air, tout s'est arrêté. Même les néons semblaient de bourdonner plus fort, comme si la pièce elle-même savait que quelque chose avait basculé. Le juge me regarda fixement, son stylo immobile, ses doigts tapotant légèrement comme déchirés entre le devoir et l'incrédulité. « Madame Martin, » dit-il enfin, sa voix plus basse maintenant, « vous comprenez que l'introduction de nouvelles preuves à ce stade est très inhabituelle. » J'ai hoché la tête. « Je comprends, monsieur le juge, mais la vérité ne suit pas toujours le calendrier du tribunal. » Un léger murmure parcourut la salle. Sophie se pencha vers son avocat, chuchotant avec âpreté l'expression confiante de son père, s'était raidi sa mâchoire se crispant à chaque seconde qui passait. Antoine restait figé à côté de son avocat, me regardant, puis le juge la confusion et le soulagement luttant sur son visage. Le juge Lambert s'éclaircit la gorge. « Huissier, veuillez recueillir les documents. » Alors que l'huissier portait le dossier au banc, l'avocat de Sophie se leva rapidement. « Objection, monsieur le juge. Ces documents n'ont pas été vérifiés ni divulgués avant cette session. Ils sont irrecevables à moins que… » Lambert le coupa. « J'ai dit, asseyez-vous, maître Dubois, je déciderai de la recevabilité. » Le jeune homme hésita et obéit. Le juge ouvrit le dossier feuilletant les premières pages. Ses yeux passaient rapidement d'un sceau à l'autre, s'arrêtant lorsqu'il atteignit la déclaration notariée avec la signature de mon mari. Son visage s'adoucit. « Jean-Pierre Martin », dit-il à voix basse. Puis il leva les yeux vers moi. Je me souviens de cette fiducie. Une vague de chuchotements balaya la salle. L'avocat de Sophie pâlit. Le juge poursuivit son ton maintenant respectueux. Ce document est antérieur de plusieurs années au mariage de votre fils. Il établit clairement que les actifs en question appartiennent uniquement à la fiducie familiale Martin, ce qui les place hors de portée des lois sur la communauté de biens. Sophie cligna des yeux rapidement. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle. Son avocat se leva de nouveau. « Votre honneur, ceci est… » Lambert leva la main. « Maître Dubois, à moins que vous ne puissiez réfuter des preuves juridiques notariées et horodatées et signées par 2 témoins, je vous suggère de vous asseoir avant que je ne vous cite pour outrage au tribunal. » Pendant un long et lourd moment, le seul son fut le léger bruissement du papier, alors que le juge lisait. Je pouvais voir la confiance de Sophie s'effondrer, son visage pâlissant sous les dures lumières du prétoire. Sa mère tendit la main pour serrer la sienne, mais elle la repoussa. Antoine se tourna vers moi, les yeux brillants. « Maman, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Comment as-tu trouvé tout ça ?» Je lui suffis un petit sourire assuré. « Ton père t'a laissé plus que des souvenirs, mon fils. Il t'a laissé une protection. » Le juge s'éclaircit à nouveau la gorge.
Madame Martin, dit-il, ces documents comprennent également un calendrier de versement. Ai-je raison de lire que la maison que Madame Dubois occupe actuellement a été achetée entièrement par le biais de cette fiducie? Oui, monsieur le juge, ai-je répondu, ainsi que les fonds de rénovation qu'elle prétend avoir payés de ses propres économies. Ceux-ci proviennent directement d'un retrait autorisé par mon mari avant son décès. L'avocat de Sophie fouilla dans ses notes, essayant de reprendre pied. Même si c'est vrai, dit-il rapidement, ma cliente a contribué par son travail son investissement émotionnel. L'investissement émotionnel ne donne pas droit à l'héritage de quelqu'un d'autre. L'interrompis-je doucement mais fermement. La salle d'audience retomba dans le silence. Le juge Lambert baissa les yeux sur ses notes, puis leva les yeux vers Sophie. Madame Dubois, souhaitez-vous répondre? Elle hésita, ses lèvres tremblantes. Je... Je... Je n'étais pas au courant de ces documents, dit-elle faiblement. Le regard du juge se durcit. Vous avez témoigné sous serment que tous les biens étaient des biens matrimoniaux. Êtes-vous en train de me dire que vous avez fait cette déclaration sans vérifier leur origine? Je me suis fiée au conseil de mon avocat. Le visage de maître Dubois vira au rouge profond. Votre honneur, nous avons reçu des informations incomplètes. Ou vous n'avez pas pris la peine de vérifier, rétorqua Lambert. Et maintenant, vous avez fait perdre des semaines à ce tribunal avec de fausses déclarations. Il se renversa dans son fauteuil, les yeux plissés. Madame Dubois, réalisez-vous la gravité du parjure? Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent massant, mais aucun mot ne sortit. Son père s'agita inconfortablement à côté d'elle. C'est alors que j'ai décidé de porter le coup de grâce. Monsieur le juge, dis-je, il y a une dernière pièce à conviction. J'ai sorti une petite clé USB de mon sac à main et je l'ai posée sur la table devant l'huissier. Ce sont des enregistrements vocaux du téléphone d'Antoine, sauvegardés automatiquement sur son cloud. Ils comprennent plusieurs conversations entre monsieur Bernard Dubois et mon fils. Vous y entendrez des instructions explicites pour signer des documents qui ont ensuite conduit à la prétendue mauvaise gestion d'Antoine. Des allaitements emplirent la salle, la salle. Le sang-froid du père de Sophie vola en éclats. « C'est scandaleux !» aboya-t-il. « Vous ne pouvez pas… » Mais le juge avait déjà fait signe à l'huissier. « Jouez-le !» Le premier audio grésilla dans les haut-parleurs. Puis vint la voix reconnaissable de Bernard. « Ne t'inquiète pas des chiffres, Antoine. Signe juste les papiers. Je m'occupe du reste. Si quelque chose tourne mal, c'est sur moi, pas sur toi. » Et puis quelques secondes plus tard, la voix de Sophie froide tranchante enregistrée en arrière-plan. « Signe-le, Antoine. Mon père sait ce qu'il fait. Tu compliques les choses. » Lorsque l'enregistrement s'est terminé, le silence était plus épais qu'auparavant. Le juge enleva lentement ses lunettes. « Madame Martin, dit-il calmement, depuis combien de temps avez-vous cela? » « 3 semaines, monsieur le juge. » Mon fils avait oublié qu'il se sauvegarde automatiquement. Je n'y ai accédé que lorsque son ancien téléphone n'arrêtait pas de synchroniser. Il hocha la tête solennellement. « Alors il semble que ce tribunal doive plus que des excuses à votre famille. » Il se tourna vers Sophie et son père. « Madame Dubois, monsieur Dubois, je vous conseille fortement de parler à votre conseil de vos prochains mots. Car de là où je suis assis, cela ressemble à une tentative d'escroquerie de parjure et de coercition. » L'avocat de Sophie s'affaissa sur sa chaise. Le visage de son père vira au rouge brique. J'ai regardé Antoine pour la première fois depuis des mois. Sa posture s'était redressée. Il leva les yeux, non pas comme un homme brisé, mais comme le fils de son père. Le juge Lambert prit une profonde inspiration et s'adressa à la salle. « La cour va suspendre l'audience pendant 30 minutes, pendant que j'examine ces nouvelles preuves. » Il se leva de son fauteuil, puis fit une pause. Ses yeux rencontrèrent les miens. « Madame Martin, » dit-il calmement, presque respectueusement, « c'est bon de vous revoir. Jean-Pierre serait fier de vous aujourd'hui. » J'ai hoché la tête une fois ma voix stable. « Vous aussi, monsieur le juge. » Alors qu'il quittait le banc, Sophie enfouit son visage dans ses mains. Son avocat chuchotait frénétiquement. Son père me lança un regard noir, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car pour la première fois depuis longtemps, très longtemps, la vérité parlait enfin. Et elle était plus forte que leurs mensonges. Lorsque le juge est revenu, la salle d'audience est tombée dans le silence. Il a examiné la fiducie de mon mari, les enregistrements, puis a regardé Sophie et son père. « Ce tribunal a été trompé, dit-il froidement. Monsieur Martin, vous êtes blanchi de toutes les accusations.
Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. Sophie a tenté de protester, mais le juge l'a interrompu. Ses mensonges s'étaient effondrés devant tout le monde. Le marteau a frappé, mettant fin à tout. Dehors, Antoine a murmuré « Maman, tu m'as sauvé ». J'ai souri doucement. Non, mon fils, la vérité l'a fait. Quelques jours plus tard, les gros titres ont innocenté son nom tandis que la famille de Sophie faisait l'objet d'une enquête. Antoine a enfin dormi en paix. La justice n'a pas rugi ce jour-là. Elle est entrée tranquillement stable comme l'amour d'une mère. Et quand elle a parlé, personne n'a osé l'interrompre.